Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui deux personnalités. À ma gauche, donc, Monsieur Najib Larlou, qui est écrivain, conférencier et consultant en ressources humaines. Et à ses côtés, donc, il y a Monsieur Éric Monjour, qui est fondateur du Salon du Livre africain de Paris. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je commence par l'écrivain. Donc, face à la caméra, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour. Alors tout d'abord, je remercie Monsieur Carasoli de l'accueil chaleureux qu'il m'a accordé, qu'il nous a accordé. Et puis, merci, bonne chance et bonne continuation pour cette merveilleuse chaîne Africain TV. Moi, je suis Najib Lalou, j'ai un cabinet de management et de coaching et que j'ai créé en 2009. Et j'ai trois axes de développement. Le premier axe, c'est la diaspora. J'ai fait une étude de terrain qui a pris 8 ans pour déceler les difficultés que la diaspora, en l'occurrence, en premier temps, la diaspora marocaine, pour retrouver, je dirais, sa place originelle dans son pays d'origine. Parce que quand on veut rentrer, il y a un décalage culturel, le mode de pensée il change. Donc quand on rentre en vacances, ça va. On n'a pas l'esprit critique, on est de bonne humeur, on pense qu'à être tranquille. Mais quand on veut faire des projets plus ou moins sérieux, solides, qui peuvent être des tournants, des virages dans la vie et dans la famille des personnes concernées, eh ben, ça exige une certaine concentration, ça exige une certaine planification. Et alors, il y a des difficultés qui sont visibles au niveau administration, au niveau population, mais il y a des difficultés qu'on ne dit pas, qui sont plus ou moins, je dirais, tabous, mais seulement on n'en est pas conscient. On est conscient quand on est confronté à ces difficultés. Alors c'est pour ça que j'ai pris, parce que dans mon cabinet, j'avais reçu pas mal de personnes qui se plaignent de la même problématique et qui commettent les mêmes erreurs. Ah bon, d'accord. On va y Voilà, revenir. voilà. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'évolution des musulmans en France. C'est une étude de terrain qui a pris 6 ans. Et troisième axe, c'est plutôt de coaching pur et dur. La gestion de crise, la gestion comment avoir sa place dans ce contexte changeant et plein de doutes. Très bien. Voilà. Merci donc de cette présentation. Donc je passe la parole à Monsieur Éric Monjour, qui est le fondateur du Salon du Livre africain. Monsieur Monjour, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, alors, je suis Eric Monjour, donc fondateur du Salon du Livre africain, qui est un salon dédié à la littérature africaine et afrodescendante, qui a été créé en 2021 et qui va fêter sa 5e édition le 21 et 22 mars, à l'occasion donc du Salon du Livre africain de Paris, qui est maintenant un événement annuel. Très bien. Donc, je vais rester sur vous. Et donc, vous avez fondé donc, ce salon du livre africain. Et donc, c'est quoi son objectif? Alors, ce salon a comme objectif de mettre en avant la littérature africaine, produite en Europe, produite en Afrique, et également de mettre en avant toutes les littératures afrodescendantes qui sont souvent produites dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et aux États-Unis également. Donc tous les ans, on invite environ 400 auteurs, 150 éditeurs, dont une cinquantaine viennent spécialement d'Afrique pour présenter leurs actualités éditoriales. On est un salon qui présente plutôt une littérature francophone, mais qui est ouvert à toutes les littératures africaines, qu'elles soient écrites en anglais, en portugais, en arabe bien sûr, et dans les langues nationales de tous les pays africains. Donc, vous n'éditez pas, mais vous organisez ce salon pour pouvoir présenter les livres et les écrivains, bien sûr. Voilà, c'est un salon qui réunit avant tout des éditeurs, et ces éditeurs invitent leurs auteurs. Nous aurons 200 dédicaces sur ce salon, plusieurs conférences qui seront sur différents aspects, à la fois qui parleront de littérature, qui parleront de politique, d'économie, de sociologie. On essaie d'aborder tous les thèmes
qui sont liés aux livres, qui sont écrits dans les livres. Très bien. Donc, sans transition, nous avons donc un écrivain sur le plateau juste à côté de vous. Et M. Najib Lalou, donc vous avez écrit beaucoup de livres, hein. Vous avez évoqué cela. Donc, le dernier, Histoire de mariage, Alors, donc, qui est 31 là. histoires. Voilà, 31 Très histoires. important. Ce n'est pas l'histoire dans le sens chronologique du terme, c'est 31 histoires contemporaines. Voilà, C'est très important. concrètes. Concrètes, Et- inspirées de faits réels Voilà, et qui finissent bien. d'accord. Qui Donc, finissent bien. mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée de parler de mariage? Alors, en fait, c'est dans la lignée de mes recherches. Moi, quand on est un chercheur de terrain, on repère les sujets un peu tabous, un peu noyés dans le quotidien, mais lorsque je les évoque, eh ben, ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse vraiment pas indifférent. Et donc, les personnes sont précipitées dans leur quotidien et ils oublient leur vie privée. Et un jour, on se réveille, 40 ans, 50 ans, et hop, on s'aperçoit que peut-être on avait oublié, on n'avait pas suffisamment consacré du temps, c'est très important, du temps pour réfléchir à son équilibre personnel. Oui, mais le mariage est une très vieille institution, hein, comme on dit. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de mariages, ça devient du spectacle. Alors, Et son côté sacré, religieux, est justement, souvent mis de côté. Alors justement, l'objectif, vous avez très bien formulé, je dirais, mon objectif. Mon objectif, c'est de faire revenir la sacralité du mariage. Évidemment, la nature a horreur du vide. Et quand il n'y a pas cette sacralité, la porte est ouverte au mariage pour tous, la théorie du genre. Et, moi, je ne suis pas d'accord. Ça me met mal à l'aise. Alors, on peut dire, on peut me taxer d'arriéré. Non, non. Le mariage, c'est sacré, un homme, une femme. Et sachant que beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on le croit, y compris dans les religions chrétiennes et juives, qui cherchent le moyen pour faire revenir cette sacralité. Donc, évidemment, avec le temps qui passe, on est un peu noyé par les médias. Voilà, la solitude, il prend le dessus. Et le jeu, le côté individuel. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'époque n'aime pas le mariage. Notre époque n'aime pas le mariage parce qu'il favorise tout ce qui entrave le mariage. Il favorise les apparences, le mariage, et il favorise la discrétion et la vie heureuse, vivant heureux, vivant caché, ça on le dit. Le mariage exige le partage, la patience. On est dans une époque où on ne partage pas, on partage beaucoup moins, mais surtout, on est exhibé, on veut se montrer. Et entre l'image, on a un esprit façonné par l'image, et donc, évidemment, c'est pas seulement un peu, beaucoup artificiel. Et le mariage aime l'authenticité. D'accord. Donc, je vais revenir sur M. Bonjour. L'écrivain et Larlou peut être un très bon candidat pour le salon avec. Bien sûr, nous avons beaucoup d'auteurs marocains qui viennent sur le salon. Nous avons des éditeurs marocains également qui sont présents sur le salon. Tous les pays du Maghreb sont également invités. Oui, bien sûr. Que pensez-vous de de ce titre, Histoire de mariage, par exemple, donc le mariage dans tout son état? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les auteurs que vous recevez aussi ont des sujets particuliers de ce genre? La relation homme-femme, je dirais que c'est 80% de la littérature, donc elle intègre nécessairement le mariage, les divorces, les rencontres. Voilà, c'est un sujet qui est éternel, qui évolue avec le temps. Comme le disait M. Laou, on a des formes aujourd'hui d'union qui sont un peu différentes de celles qui pouvaient exister dans le passé. Mais il faut aborder les sujets, il faut les présenter, il faut donner son opinion.
toutes les opinions sont bonnes à entendre et ensuite chacun se fait son idée. Oui, alors je voulais savoir, mais pour participer au salon, par exemple, les écrivains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle démarche? Il y a une démarche particulière? Alors, au départ, on est plutôt en relation avec les éditeurs qui ensuite invitent les auteurs. Je dirais que c'est le cadre général, mais on a également une ouverture aux auteurs auto-édités. Il y en a beaucoup de plus en plus, puisque maintenant on arrive à faire des livres très facilement. Il suffit d'avoir un compte sur Amazon et on peut écrire son livre. Donc on offre une place à tous ces auteurs qui peuvent venir dédicacer leurs livres sur des créneaux horaires qui leur sont accordés. Donc voilà, c'est un salon qui est plutôt très ouvert, qui fait la part belle, bien entendu, aux éditeurs, parce que c'est leur métier, c'est eux qui ont un rôle important de sélection des ouvrages, de sélection de la qualité, mais on ne s'interdit pas aussi de laisser la place à ceux qui veulent venir sur le salon, présenter leurs livres. Et le public dans tout ça? Alors, on a un public qui est tous les ans de plus en plus nombreux, puisque aujourd'hui on a un public d'environ 10 000 personnes tous les ans, qui est un public à 70% qui appartient à la diaspora africaine, caribéenne en France, qui est donc le cœur de ce salon. Mais petit à petit, le salon s'ouvre à d'autres publics, puisque la littérature africaine, ces dernières années, a beaucoup fait parler d'elle. Elle a eu de nombreux prix. De prix littéraires et elle est en termes de qualité, elle est devenue, enfin elle devient à chaque fois un peu meilleure. C'est une littérature qui est en évolution. On n'a pas l'historicité de la littérature française, par exemple, qui a commencé au XIIe, mais c'est une littérature qui est donc encore en devenir, qui a démarré dans les années 20, dans les années 30, et qui tous les jours produit de nouveaux auteurs. Et quand on sait que l'Afrique est en train de se développer à grande vitesse et que la jeunesse africaine va représenter la moitié de la jeunesse du monde dans 10 ans, on peut imaginer que de nouveaux auteurs vont arriver. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes aussi en collaboration avec d'autres associations comme l'ACAD de M. Alassane Camara. Donc, Oui, on est ouvert à... On travaille en fait beaucoup de façon collaborative. Il y a beaucoup d'associations d'auteurs qui sont présentes sur le salon. Ces associations amènent des auteurs, mais ils sont aussi là pour parler de littérature. En fait, ce salon, c'est un peu une caisse de résonance. On le veut très libre, on le veut très ouvert. L'entrée est libre depuis son départ. Les éditeurs africains ont une table gratuite sur le salon parce qu'on estime qu'ils font un effort particulier de venir d'Afrique pour présenter leurs publications. Donc voilà, on essaie de garder un salon ouvert qui puisse être accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre la littérature en avant et que chacun puisse venir trouver des livres qu'il ne trouve pas forcément en librairie. Parce qu'en fait, les livres qui sont présentés par des éditeurs africains ne sont pas distribués en France. On a aussi beaucoup de littérature jeunesse, ça c'est important. Parce qu'en fait, toute cette littérature jeunesse, elle est tout à fait adaptée au public qui vient sur le salon. Les personnages sont des personnages africains, les histoires sont des histoires africaines, et ça c'est important pour que chacun puisse faire son marché. eh bien, très bien. Donc, je repasse à M. Najib Larlou. Donc, en parlant de mariage aujourd'hui, le mariage coûte très très cher. Et est-ce que ce côté bling bling, est-ce que vous l'avez évoqué aussi dans Alors, mais bien sûr, bien sûr. Quand on a les moyens, pourquoi pas? Après tout, c'est un jour qui pèse sur le destin de la personne, de la famille. Pourquoi pas? Le problème, c'est quand on fait des crédits, quand on se serre la ceinture un peu plus que d'habitude? nécessaire, bah, ça devient problématique. Moi, je connais des cas
Je ne les ai pas évoqués, mais je connais des cas qui divorcent avant même de payer le crédit de mariage. Oui. Donc, mais justement, maintenant, la nouvelle génération, ils commencent à avoir un regard sur l'essentiel et comprendre, apprendre quelque chose de leurs aînés, des erreurs qui ont été commises. Maintenant, en tout cas, c'est ce que je défends, c'est d'abord la sincérité. Et la sincérité de mariage, c'est très important. La sincérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire euh, se prêter, ou bien s'apprêter à se montrer tel qu'on est. Parce que les artifices, avec le temps, ça disparaît. Voilà, voilà. Et donc, déjà, la sincérité. Après, une dynamique de responsabilité, de communication, et pour bâtir quelque chose qui tient dans le temps. Et surtout, la patience. Et la patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas céder à la réaction immédiate quand il y a un problème. On se retire de la scène quand on sent que ça chauffe, on se retire de la scène. Mais quand on se retire de la scène, ça ne veut pas dire que c'est un signe de faiblesse ou de lâcheté. Non, c'est un signe de bon sens. De bon sens. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris cette technique qui vient des Japonais, qui s'appelle la technique de Ma. C'est-à-dire, euh, quand on arrive à un point de basculement, ben on se retire. On ne réfléchit même pas, on se retire. On laisse un peu voilà, la raison prendre le dessus. Et après, on discute pourquoi il y a ce conflit et d'une manière objective. Voilà, voilà. Mais qui dit mariage dit divorce aussi, hein, ça arrive. Et souvent, avant de se marier, les gens s'entendent très bien, mais quand ils se marient, donc souvent au moindre couac, eh bien, tout de suite on passe au divorce. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu mon livre. Non, Le je plaisante, je spécialiste que plaisante. vous êtes, voilà. Non, non, mais c'est-à-dire que ils ont une fausse idée de mariage. Ils croient que le mariage, ça reste dans la partie, je dirais, idyllique. À un moment donné, non, on rentre, comme j'ai dit à une personne, non, à un moment donné, vous allez vous réveiller avec votre femme sans maquillage, sans rien du tout, telle qu'elle est, et vice-versa. Donc il faut dépasser ce stade-là. Et d'ailleurs, les spécialistes disent qu'il y a 4 phases de mariage. La phase idyllique, le mariage de déshabillage, c'est-à-dire on voit les gens tels qu'ils sont. Après, il y a un bras de fer dès qu'on découvre la personne telle qu'elle est. Après, il y a quatrième phase, c'est la phase de stabilisation. Ça y est, je connais l'autre. Parfois, pourquoi le mariage est si spécial? Parce qu'on se découvre à travers le mariage. Parce que l'homme et la femme sont chacun observe l'autre. Sans être ni psychologue ni rien du tout, on décèle ce qui ne va pas, mais alors qu'il fallait appuyer sur ce qui est positif dans le mariage. Alors évidemment, quand on sort, on se bat quand on veut, il n'y a pas d'engagement. Mais quand on se marie, ça y est, ça devient sérieux. Eh bien, il faut avoir le sens de responsabilité. Oui. Alors, donc, je vais revenir sur M. Monjour. M. Monjour, avec ce salon du livre, de toute façon, tous les deux, vous parlez de livres. Lui, il en a écrit, vous organisez le salon, recevoir les écrivains et, comme lui ou d'autres. Mais ce salon, vous l'avez fait il y a, donc, c'est la 5e édition, vous m'avez dit. C'est ça, oui. Donc, est-ce que vous le faisiez tout le temps à Paris ou bien vous pouvez le délocaliser ailleurs aussi pour pouvoir encore plus être proche des Alors, ce auteurs? salon s'appelle le Salon du livre africain de Paris, donc il est fait pour être à Paris. D'accord. Mais parallèlement à cela, on a des partenariats avec des salons du livre qui sont en Afrique, notamment avec le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, avec les 72 heures du livre de Conakry, et bientôt un partenariat avec le Salon du livre de Douala. Voilà, notre optique, c'est d'être ouvert sur les salons existants en Afrique, de les visiter, de connaître, de savoir ce qu'ils proposent, de connaître les interlocuteurs. L'année dernière, on parle du Maroc, mais j'étais au Salon de Rabat, qui est un très beau salon du livre, très grand. On se rend compte que
les salons en Afrique sont très dynamiques avec beaucoup de public et notamment beaucoup de public jeune, les écoles viennent. Donc tout ça c'est intéressant, c'est des expériences et aussi ça nous permet de rencontrer les éditeurs africains sur place, de mieux les connaître, de mieux connaître leur production pour ensuite les inviter sur le salon à Paris. Et ce salon à Paris est devenu un salon international en quelques années. Et c'est l'occasion pour les éditeurs africains aussi de se rencontrer, parce qu'ils ne se rencontrent pas forcément en Afrique. En Afrique, les déplacements entre les pays sont parfois compliqués. Et souvent, venir à Paris une fois dans l'année, c'est pour eux le moyen de discuter, coédition, achat de droits, cession de droits, de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble, de voir s'ils peuvent aller sur un salon plutôt qu'un autre. Voilà, c'est ce qui est important. Mais les auteurs, souvent, parce que je les ai reçus sur ce plateau, se plaignent de ne pas être assez soutenus par leurs autorités de tutelle, par exemple les ministères de la Culture. Et est-ce que ces écrivains, quand vous les recevez, vous sentez cela en eux, qu'ils ne peuvent pas vivre de leur plume? Alors, je dirais que ça vaut pour l'Afrique, mais ça vaut pour la France aussi. En France, il y a peut-être, je ne sais pas, 200, 300 auteurs qui vivent de leur plume. Les autres écrivent et travaillent en même temps. Donc, je dirais que ce n'est pas spécifique aux auteurs africains. La différence, peut-être, c'est que les auteurs en France, au moins, n'ont pas à payer leurs livres. Quand un éditeur prend un livre, en général, il finance les coûts du livre. Ça ne veut pas dire que le livre va rapporter beaucoup d'argent à l'auteur, mais en tout cas, les coûts initiaux de fabrication sont pris en charge par l'éditeur dans la plupart des cas. Ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique, où souvent l'auteur doit un petit peu aider l'éditeur pour publier son livre, parce que l'éditeur n'a pas les moyens financiers de fabriquer beaucoup de livres dans l'année. Et on a encore un milieu éditorial qui n'est pas très très riche en Afrique francophone. C'est moins le cas en Afrique anglophone, au Nigeria ou en Afrique du Sud. Mais en Afrique francophone, les seuls éditeurs qui ont de l'argent, ce sont des éditeurs qui font des livres pour les écoles, des livres scolaires. Ceux-là peuvent se permettre ensuite d'aider les auteurs, parce que le livre scolaire rapporte beaucoup d'argent. Et donc, il reste un peu d'argent pour les auteurs. Mais les éditeurs qui ne font que de la littérature sans faire de littérature scolaire ont beaucoup de mal. Donc oui, je comprends que les auteurs africains aient du mal à vivre de leur plume, mais je dirais que c'est une situation qu'on connaît aussi en France. Mais à votre avis, vous qui avez de l'expérience dans ce domaine, mais quelle solution on peut apporter à cela, à peu près, des pistes de solutions? Alors, les pistes de solution, c'est que l'auteur se débrouille par lui-même, parce que déjà, compter sur les pouvoirs publics, c'est totalement inutile. C'est une perte de temps, surtout. Alors, l'auteur pourrait utiliser ce temps pour essayer de développer les ventes de son livre. Donc, ça passe par organiser des conférences, se déplacer dans les villes, aller dans les librairies pour présenter son livre, voilà, d'avoir une action personnelle médiatique et de prendre son bâton de pèlerin avec son livre, comme on va vendre une usine Oui. ou une tablette de chocolat. En fait, De faire beaucoup de publicité autour de son voilà, livre. il faut prendre le parti de faire vivre un livre et de se débrouiller pour le faire connaître le plus largement possible. C'est ce que je conseillerais aux auteurs avant tout, et surtout ne pas perdre leur temps à demander de l'argent au pouvoir public. Oui. Alors, donc, les auteurs que vous recevez souvent, donc, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué, donc, dont le parcours vous a marqué, à peu près? En fait, tous les auteurs africains qui sont connus maintenant internationalement sont des auteurs qui habitent pour la plupart en Europe hein, ou aux États-Unis. Donc ils sont dans le milieu éditorial international et donc ils connaissent les règles, que ce soit des règles commerciales, mais aussi les règles d'écriture. Parce que l'écriture, c'est un métier très exigeant. On ne peut pas s'inventer écrivain. On est écrivain parce qu'on a un talent littéraire. Et beaucoup de gens considèrent que le fait d'écrire un livre suffit pour être connu. Mais je dirais que
Les auteurs de qualité, bon, on en connaît un certain nombre. Je vous citerai par exemple Alain Mabankou, Mohamed Bougarsar, Emile Boum, Sami Tchak. Enfin, il y a tous ces auteurs, en général, sont publiés par des grandes maisons d'édition. Et ces auteurs. Fatou Diom aussi, Pardon, la sénégalaise Fatou oui, Diom. Fatou Diom, bien sûr, Ken Bougoul. On a beaucoup d'auteurs, hein. C'est pas le nombre d'auteurs qui manque. Et en même temps, c'est très bien d'avoir des auteurs qui ont réussi à franchir on pourrait dire, ce plafond de verre, parce qu'en fait, ils donnent l'exemple aux autres. Et on voit arriver quelques jeunes auteurs qui ont des qualités d'écrivain. Qui ont des qualités d'écrivain. Les qualités d'écrivain, ça se remarque tout de suite quand on ouvre un livre. Hein. Au bout de 2 pages, on sait si c'est un écrivain ou si ce n'est pas un écrivain. Oui, oui. D'accord. Alors, donc, avec M. Lalou, vous aussi, vous êtes confronté à cela et ce que M. Bonjour disait, donc, de financer vous-même vos écrits Tout à pour fait, les, pour tout les, à fait, tout à pour fait. les publier. Tout à fait, parce qu'avant d'écrire mon premier livre, ou bien la première série, j'ai fait le tour de plusieurs maisons d'édition. Mais contraire à mon voisin, c'était pas du temps perdu, c'était une période formatrice. À partir de là, à partir des entretiens, on comprend comment les maisons d'édition fonctionnent. C'est-à-dire, et là j'ai compris que soit vous écrivez ce qu'ils attendent, dans ce cas, c'est quoi ma différence, c'est quoi ma valeur ajoutée dans le débat public. Donc il faut que je préserve ma particularité, surtout mes messages. Et donc, voilà, j'ai compris ça. D'ailleurs, j'étais contacté par 3 maisons d'édition qui m'ont dit, voilà, il fallait changer ceci, c'est bien, machin, etc. Je dis, ben non, je change. C'est moi. Mais non, parce que les lecteurs qui attendent quelque chose de nouveau, ils seront déçus et je serai comme tout le monde. J'ai pas de... Donc voilà, donc j'ai dit, bon, alors évidemment, j'ai sorti pas mal de moyens de mon côté et c'est vrai qu'il fallait vraiment être dynamique. Il faut avoir un réseau, il faut se forcer, vraiment se forcer, mettre son ego dans sa poche pour dire, voilà, je vais me faire inviter dans tel ou tel événement, même si c'est a priori n'est pas le mien. Par exemple, dans le milieu associatif marocain, que je salue, je me propose en fait, dans des événements par exemple patriotiques qui n'ont rien à voir avec le livre. Avec le sujet. Voilà, avec le sujet. Et je garde une anecdote vraiment assez pétillante. C'était un événement plutôt musical. Et entre 2 morceaux de musique, on m'a donné la parole. Pour parler de vos livres. Alors que normalement, c'est l'inverse qui doit se faire. Mais quand même, malgré ça, les gens étaient contents. Ils me disent, heureusement que vous avez parlé, parce qu'au moins, on a su les sujets que vous abordez. Et ils sont venus me voir dans le stand. Et donc, il y avait des commentaires. J'ai dit, mais non, c'est eux ne viennent pas au livre, c'est le livre qui va... Qui doit aller à eux. Voilà, voilà, parce que maintenant, on est concurrencé par les médias, par TikTok, on est concurrencé. Donc c'est un bras de fer et il faut persévérer et surtout il faut travailler, je dirais, la différence avec tout ce flot d'informations qu'on a. Oui. Alors, donc, si donc, on reste un peu sur le mariage, mais je vais quand même aussi parler donc des 2... Voilà, en fait, il y a 9 livres. 9 livres, voilà. Les autres rapidement. Donc, parce que c'est celui-là, le dernier. Ça, c'est le dernier. On insiste beaucoup là-dessus. Tout à fait. Et donc, qui dit mariage, donc dit divorce. Tout à fait. Et puis, donc, on a parlé son côté bling-bling, beaucoup d'argent. Et puis, le divorce. Des fois, dans certains endroits, comme aux États-Unis, des fois, les stars, avant même de se marier, ils vont chez le notaire pour parler de divorce. En cas de divorce, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que ça inspire l'écrivain que vous êtes et qui a parlé de ce mariage? Effectivement, malheureusement, le mariage, ce n'est plus un contrat entre 2 personnes, ça devient un business. Vraiment un business. Moi, j'ai en tête un cas
un cas d'une mère, d'une fille, elle menait une vie conjugale tranquille, mais la mère estimait que le mari n'était pas un bon coup pour sa fille. Ah, Donc, c'est-à-dire l'argent ne donne pas assez. Exactement. Ne lui donne pas assez à elle. Alors qu'il vivait tranquille. Et ça pose deux problèmes. Alors, effectivement, le problème de business de nos mariages et le problème de l'autonomie de réflexion et de décision dans le mariage. Avant de se positionner pour se marier, il faut être autonome sur sa prise de décision et ne pas toujours dépendre de ses parents. Alors, il ne s'agit pas de couper, loin de là, mais il faut avoir le sens de responsabilité, y compris la responsabilité d'être indépendant vis-à-vis de ses proches. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes filles souvent cherchent des stars, des gens riches c'est illusoire ou bien c'est ou bien le mariage est détourné de sa vocation initiale? En fait, ce sont des victimes de façonnage de contexte qu'on est en train de traverser. Des victimes de façonnage de contexte qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire que voilà, les médias, les réseaux sociaux, ils mettent en avant, comme j'ai dit tout au début, ils mettent en avant le côté, je dirais, facile, le côté bling-bling, le côté argent, mais ils oublient les coulisses. Les coulisses, c'est la patience. Et donc, il fallait, justement, quand on écrit pour les jeunes. Et donc, j'aimerais bien que ces filles-là qui fantasment sur le mariage, qui oublient qu'il y a un côté sérieux, un côté vraiment sérieux, et concession, quoi. Voilà. Donc, on me signale aussi à la régie qu'on arrive au terme. Donc, on va parler un peu des deux livres. Alors, la première série, c'est une étude de terrain qui a pris 8 ans, entre 2009 et 2017, sur les problèmes que la diaspora marocaine rencontre pour le retour. Alors, le tome 1, c'est la société et je traite la partie identitaire. Voilà, le tome 2, c'est la famille. Le tome 3, c'est le travail. C'est là où on a affaire à je dirais, aux problèmes, le marché informel, avec l'administration. Et là, vraiment, même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je rentre à chaque fois, 3-4 fois au Maroc, et à chaque fois, je suis dépassé par le témoignage des gens. Donc, si on n'est pas dernier, le dernier, c'est la diaspora, c'est-à-dire que aussi la diaspora doit se remettre en question et se préparer mentalement sur les étapes pour rentrer. Donc rapidement, avant de passer à l'autre, est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes rentrent aujourd'hui? Beaucoup de personnes sont déjà rentrées, mais seulement il y a des difficultés, je dirais, logistiques et mentales. Voilà. C'est-à-dire, ils veulent rentrer, mais ils croient qu'ils rentrent avec le logiciel de pays d'origine. Donc, en fait, il fallait mettre ça de côté et se préparer à se réintégrer dans son pays d'origine. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, ça demande une préparation. Il faut venir voir un spécialiste comme Exactement. vous pour avoir des conseils. Voilà, déjà lire les bouquins, parce que les bouquins, ils donnent une idée terre à terre. Comment décider, comment se préparer à la communication, comment se préparer au risque quand on rentre, parce qu'il y a un risque. Et l'autre série? Alors, en fait, ça, ce n'est pas une série, ça, c'est une autre étude de terrain sur l'évolution des musulmans en France. Ça, c'est pour un petit peu faire face aux préjugés médiatiques, politiques, financiers, et financiers parce qu'il y a un côté instrumentaliste de l'islam, et ça devient un fonds de commerce. Et ça, on le voit, c'est-à-dire si on tape dessus, si on écrit un livre qui tape dessus, tout le monde va vous inviter. Mais vous aurez des garde-corps après. Oui. Alors celui-là, c'est plutôt la gestion de crise. Le premier livre, c'est à l'époque de Covid-19. En fait, j'ai déjà prédit que ça, c'est uniquement le tome 1 et ça va être une série de crises parce qu'il y a des entités dans le monde qui gagnent, qui sont gagneurs par les crises. Donc, plus il y a un monde instable, plus il y a de doutes qui traversent les gens, plus ils gagnent de l'argent. Et puis, il y en a qui en profitent, en fait. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, celui-là, c'est la gestion de crise proprement dite. Là, j'ai énuméré 8 thèmes qui empêchent les gens d'avancer malgré le contexte
un peu difficile. Entre autres, le plafond de verre, vous avez parlé, la solitude, le rapport qu'on a avec l'information, le rapport qu'on a avec les autorités, comment remettre en question les discours qui sont censés être apaisants de certains responsables, aussi bien politiques, religieux, ou peu importe, ou les stars. Mais en fait, tout est instrumentalisé. Tout au moins, il faut avoir une idée pour remettre en question ça. Et celui-là, c'est un peu le plus subtil. C'est la manipulation au nom des valeurs morales. D'accord. C'est la manipulation au nom de valeurs. C'est-à-dire, on vous dit, nous, on vient voilà, pour défendre la liberté dans les pays africains, et derrière, il y a toute une stratégie pour casser la cellule familiale, pour casser, je dirais, la sacralité, entre autres, de mariage, de la famille, au nom de l'ouverture, au nom de je ne sais pas quoi. C'est très intéressant. Voilà. Donc, là, on arrive au terme de l'émission. Je vais vous donner à chacun Alors, juste un truc, j'aimerais bien avoir le plaisir et l'honneur d'assister parce que je n'ai pas eu l'information d'avoir un stand éventuellement, avoir un créneau. Ça, c'est un peu tard, mais, Oui, mais vous oui. viendrez en visiteur Ah, cette année. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, donc, Oui. monsieur Monjour, donc, face à la caméra, vous avez le mot de la conclusion, votre mot de conclusion, votre mot de fin. Alors, mon mot de conclusion, c'est d'inviter donc les spectateurs, téléspectateurs qui se trouvent en France, à Paris, à venir sur la 5e édition du Salon du Livre africain de Paris, qui aura lieu donc les 21 et 22 mars au centre de Paris, dans le quartier latin, au métro Odéon. Toutes les informations sont sur notre site internet, qui est très simple à retenir, c'est salondulivreafricaindeparis.com. Et donc, ça commence à quelle heure? Alors, ça commencera à 11 h le samedi 21 et à 10h30 le dimanche 22 mars. Très bien. Parfait. Donc, à vous, monsieur l'écrivain Lalou, donc, quel est votre mot de conclusion? Alors, en fait, quand on écrit, c'est pour faire prendre conscience aux gens, aux jeunes en particulier, sur le monde qu'on est en train de traverser et développer un esprit de doute constructif. Pas un doute paralysant, un doute constructif pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer une certaine lucidité. Aussi bien par rapport à la religion, aussi bien par rapport à notre pays d'origine, aussi bien par rapport, encore une fois, au contexte, à l'instrumentalisation de tous les mots qu'on est en train, MAUX, qu'on est en train de traverser pour préserver cette fameuse lucidité pour pouvoir traverser le monde dans les meilleures des conditions. Voilà. Alors, donc, voilà le livre de monsieur Najib Lalou, donc 31 histoires de mariage inspirantes et réalistes. Donc, on n'a malheureusement pas eu beaucoup de temps pour développer tout ça, mais il a dit l'essentiel, parce que j'aurais aimé lui demander, mais c'est trop tard, et de me citer deux exemples de ce livre, et donc de mariage, donc, parce qu'il a dit 31 histoires, donc 2 histoires, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce que le mariage, en tout cas, est une institution et ça concerne tout le monde, soit on est dans le mariage, ou on aspire à devenir marié, que ce soit homme ou femme. Donc, vous pouvez... où est-ce qu'on peut trouver ce livre, monsieur? Alors, il y a 2 librairies qui proposent ça, plutôt 3. La librairie d'Argenteuil, Al-Bayina, la librairie de Averroès, à Créteil, et la librairie du Monde Arabe, rue l'École Polytechnique. Sinon, c'est sur Amazon et sinon sur ma page Facebook. Et ça coûte combien à peu près? Celui-là, c'est 15 €. 15 €. Alors 15 €, mais le problème, c'est que 15 €, 2 invitations, et c'est vite amorti. Hein. Ah donc, oui, tout à fait. Voilà, Donc, même oui. pas une invitation. En plus, c'est vraiment pas cher. Et également, donc, je vous rappelle donc, du salon du Salon international du livre africain de Paris, et donc fondé par monsieur Éric Monjour, donc qui aura lieu le 21 et 22 mars et au réfectoire des cordes. C'est ça? Cordeliers. Réfectoire des Cordeliers, donc au métro Odéon. Donc si vous voulez rencontrer des auteurs africains, vous voulez rencontrer du monde, vous voulez diversifier votre bibliothèque, et bien donc
vous pouvez vous rendre à ce salon. Et Donc, alors, juste un petit point, le réfectoire de Cordeliers, c'est là où a été écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah bah donc tout Voilà. un symbole. Tout un symbole. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je salue donc le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Et je vous remercie, vous les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.